Promutuel est... là. La 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 la. Oui, je viens beaucoup l'hiver parce que ça me permet, je peux partir à pied de chez moi, marcher 100 mètres, puis enfiler mes skis de fond ou mes raquettes. Je passe aussi à l'occasion en faisant du jogging. C'est quand même pas, on n'est pas très loin de chez nous. Puis je viens aussi à vélo. Je suis toujours impressionné par la quantité d'espèces d'oiseaux puis le nombre d'individus que je vais entendre ou voir en roulant, là. Alors, j'ai vu, par exemple, le pic flamboyant à 2 mètres de distance sur un poteau. J'ai entendu plutôt 1, 2, 3, 4 espèces de parulines en m'en venant. La paruline jaune, la paruline flamboyante, la paruline masquée. Puis l'autre, je n'étais pas tout à fait sûr, mais ça me semblait être une paruline noir et blanc, là, près d'une petite lisière boisée. En tout cas, c'était une 4e, peu importe laquelle. J'ai entendu le buron-chanteur, le chardonneret jaune, le vireo mélodieux, qui sont tous les oiseaux du village ou des zones agricoles. Au fil des ans, j'ai vu des choses vraiment intéressantes. La plus rare a peut-être été un hibou des marais qui a niché 2 années. J'avais trouvé l'arbre dans lequel était le nid. Le nid n'était pas au sol, c'était, disons, à peut-être 1 mètre. Habituellement, le nid de cet oiseau-là est au sol. C'était peut-être à 1,5 km derrière nous. Pendant plusieurs hivers, on a eu la chouette épervière tout près. Elle, je la vois plus rarement. Là, je pense au hibou parce que c'est toujours spectaculaire. De ce côté-là, le long de la petite côte, j'ai souvent eu le grand-duc, puis lui, je le vois encore assez régulièrement. Mes souvenirs d'oiseaux, mon premier souvenir, c'est qu'on soit venu une cabane à sucre. Je ne sais pas si c'était dans Neuville ou dans les Écureuils, mais on soit venu avec la famille de ma mère. Là, ça n'avait pas rapport avec nous ici. Puis je me souviens que quelqu'un m'avait pris dans ses bras pour que je voie un hibou qui était probablement une chouette rayée ou un grand-duc. Je me souviens vaguement de ça. C'est mon plus lointain souvenir d'observation d'oiseaux. Par la suite, je dirais qu'avec une carabine à plomb, comme bien des jeunes, j'ai découvert qu'on avait des oiseaux très colorés dans la province. Mon goût pour l'observation d'oiseaux est venu à l'époque où je dirais où on fait nos choix de vie, là. À ce moment-là, je côtoyais des gens une famille qui faisait de l'ornitho. Puis là, j'ai réalisé qu'arriver là à l'heure du souper avec un oiseau que tu venais de tuer parce qu'on soupait tôt chez nous, pour demander de le faire identifier, une façon de se montrer intéressant. C'était pas... Tu le fais 2 fois, puis après ça, tu réalises qu'il y a quelque chose là, qui n'était pas correct, là.
Fait que là, je me suis mis à l'observation d'oiseaux. Tu pouvais avoir quoi à ce moment-là, quel âge? 17-18 ans. J'ai commencé entre autres parce que les emplois d'été étaient rares, puis j'espérais pouvoir devenir rapidement compétent pour obtenir un poste à une entrevue. Alors, j'ai commencé à faire de l'ornithologie le 16 mai 1975. Puis on avait été passer la fin de semaine à l'île aux Basques, au large de Trois-Pistoles, parce que c'est un endroit qui était réputé pour les oiseaux. Fait que là, j'espérais que le lundi soir, en revenant, parce que c'était des ONG qui engageaient pour ce poste-là que j'espérais avoir. Fait qu'on avait passé l'entrevue le dimanche soir, là. Fait que j'ai pas eu la job, naturellement, mais j'ai continué à observer les oiseaux. Bon, moi, je sais que quand j'étais jeune, c'était dans le savoir populaire, on entendait plutôt que les nids d'orioles étaient toujours au bout d'une branche d'orme. Mais dans le fond, quand on regarde l'orme avec son port en parasol, c'est évident qu'un nid qui est suspendu au bout va être facile à voir par quelqu'un qui est en dessous puis qui cherche le nid. Alors qu'un nid qui va être, je sais pas, dans un érable ou dans un peuplier, bien, on va le voir juste à l'automne quand les feuilles tombent. Fait que par la suite, bien, quand j'ai commencé à me documenter dans des livres, je voyais qu'il était aussi assumé que l'oriole, c'était un oiseau qui nichait dans l'orme. Les ormes ont décliné dans les années 70, puis l'oriole est peut-être même s'il y a de quoi plus abondant qu'avant. Fait que, il nous a démontré qu'il pouvait nicher dans des peupliers faux-trembles, des érables, comme je disais, ou d'autres espèces d'arbres. C'est un oiseau qu'on voit, peut-être que aussi c'est dû au fait que c'est un oiseau qu'on voit dans un milieu qui ressemble à, j'appelle toujours ça, des haltes routières ou des parcs urbains, là, où tu as beaucoup de milieux ouverts, puis un certain nombre de grands arbres. Ça, je sais que l'oriole est vraiment dépendante de cet habitat-là. Il ne sera jamais en pleine forêt, puis jamais dans un champ agricole où il n'y a pas d'arbres. L'oriole, bien, je dirais que pour moi, c'est j'ai comme un peu mon trio d'oiseaux qui sont représentatifs de Neuville. Là. Puis dans ce trio-là, c'est pas un trio qui joue au hockey, malheureusement, mais les orioles, c'est une équipe de baseball. Mais l'oriole de Baltimore avec la paruline jaune, qui est peut-être la plus commune de nos parulines en ville, puis le viréo mélodieux que j'entends pas à l'instant, c'est trois oiseaux qui sont vraiment communs dans cet habitat-ci. Alors, l'oriole, c'est celui qui chante le plus fort, c'est celui qui a le plumage le plus coloré, fait que c'est peut-être celui que les gens qui ne connaissent pas bien toutes nos espèces d'oiseaux vont détecter. Mais quand on sait que les trois sont là, on trouve un oriole, on dit il va y avoir un viréo, puis il va y avoir de la paruline, puis si on trouve un viréo, on dit ah, il va y avoir de l'oriole aussi. Fait que c'est vraiment un oiseau typique. Il est abondant. Je ne sais pas quelle grandeur a le territoire, mais juste moi, j'habite à 300 mètres de l'église, moins de 300 mètres de l'église. Puis j'ai au moins un autre individu chez moi. Là. Puis souvent, j'en entends deux qui se répondent. Puis ici, il y a quelques années, on a commencé à voir le faucon pèlerin qui venait se percher sur le clocher à la fin de l'été. On le voyait là tous les soirs. Il y avait la plupart du temps un adulte puis un jeune, mais il m'est arrivé de voir jusqu'à 4 faucons sur le clocher. Le faucon pèlerin, j'ai pas été surpris de le voir là, parce que dans beaucoup de villages, c'est un oiseau qu'on retrouve sur plusieurs continents, notamment en Europe, puis on sait que les faucons pèlerins nichent dans les clochers d'église. Ici, bien, ce qui m'a inquiété tout de suite, c'est que je me disais, à la place où il niche, c'est à côté des cloches, puis ça va résonner, puis je pensais qu'ils ne survivraient pas, les jeunes ne survivraient pas avec ça. Alors, j'ai commencé
en parler dans le petit journal d'information de Neuville, Le Soleil brillant, me disant s'il faut... c'est parce qu'avant d'invoquer un règlement sur une espèce menacée là, qui contraint tout le monde, je m'étais dit, je vais mettre la table. Finalement, j'ai repensé à mon affaire parce que je ne le voyais jamais arriver tôt le printemps, puis je me suis dit qu'il devait nicher à la carrière. Puis toi-même, récemment, tu me disais que la compagnie qui possède la carrière de Saint-Marc de Carrière, puis celle de Neuville, font des aménagements. Fait que ça confirmait. J'ai jamais été faire de repérage moi-même pour voir s'il nichait. On le voit encore régulièrement. Je dis quand on le voit, on l'entend aussi, parce que quand tu habites proche de l'église, tu l'entends arriver, puis ça crie. En tout cas, les jeunes crient sans arrêt. Je peux te dire, Roland, c'est que sur mon terrain, qui est un petit terrain villageois bien ordinaire, j'ai cumulé au fil de... Ça fait, depuis 1984, ça fait 36 ans que je suis là. J'ai atteint 182 espèces là, au fil des ans. Mon père baptisait les oiseaux, ou utilisait les noms que les gens du village donnaient, là. Comme, je sais pas, le jonco ardoisé, ça c'était la nonnette, parce que le jonco est noir avec les dessous blancs, fait que c'était un peu comme une religieuse. Il y avait la poule de bois qui était le pic flamboyant parce que les vieux dans le Neuville disaient que ça gloussait. Le merle, curieusement, mon père savait son nom. C'est probablement que c'était assez répandu. Alors, nos hirondelles ont chuté de au moins 90 là, depuis 15 ou 20 ans. Là. Puis, ils continuent de décliner. Là. Puis, je vois pas trop, à part une diminution des insectes, qu'est-ce qui pourrait expliquer tant que ça son déclin, parce que toutes les espèces déclinent, autant celles qui font des terriers dans le sable que celles qui nichent dans les trous d'arbres ou non nichoirs, que celles qui nichent comme l'hirondelle rustique qui se font des petits nids avec de la vase. Là. Alors, ils sont tous en train de décliner, celles des villes, celles des champs. L'hirondelle à front blanc, cette hirondelle-là avait comme particularité de construire un nid avec de la boue, puis de l'installer directement sur un mur, la plupart du temps près du toit, là, autrement dit sous la corniche. Alors ça y faisait un toit puis un mur de départ. Puis le nid de boue était tranquillement ancré dans le bois ou dans les briques ou dans les pierres. Maintenant, on a des bâtiments qui sont souvent en tôle ou sinon qui sont en bois usiné puis bien raboté. Alors la prise est moins bonne. On va voir moins souvent d'hirondelles. Les quelques hirondelles qui restent vont avoir de la difficulté, disons, à trouver des bons sites de nidification. Alors souvent, les nids tombent pendant la période de l'élevage des jeunes, là, quand ça brasse un peu plus, puis quand ça donne qu'il y a un orage électrique, par exemple, un bon orage, les vibrations sont suffisantes pour faire tomber les nids. On va en trouver maintenant, paradoxalement, souvent sur d'autres types de structures, comme les viaducs. C'est toujours intéressant aussi pour une hirondelle d'être près de l'eau parce que ça leur donne le choix de se nourrir d'insectes qui émergent des milieux terrestres ou des milieux aquatiques. Alors, les plus grosses colonies qu'on retrouve dans la province de Québec vont être des colonies qui sont sous les viaducs, là, surtout ceux dont le béton est profilé d'une façon qui est souhaitable. Sur le pont Champlain à Montréal, quand ils ont déconstruit l'ancien pont, il y avait, je pense, la plus grosse colonie, ou en tout cas une des plus grosses colonies d'hirondelles à front blanc connues au Québec. Alors, il y a eu des ententes de prise avec des ornithologues professionnels et amateurs pour installer des structures de remplacement sur le nouveau pont Champlain pour maintenir les hirondelles. Mais ici, dans le village de Neuville, avant, il y en avait sur la majorité des maisons. Quand je me suis établi à Neuville, dans les années 80, il y en avait sur la majorité des maisons. Les bâtiments de ferme. Ouais.
ça a pris le dessus sur beaucoup de choses. J'ai été animateur d'une troupe scout, j'ai comme laissé ça. J'étudiais en foresterie. J'avais pas commencé en génie forestier, mais ça a influencé ma décision un peu d'aller en génie forestier parce que je me disais qu'il y avait là-dedans de la biologie, de l'ingénierie puis de l'administration. Alors, je savais pas quoi faire comme carrière, fait que je me suis dit ça retarde un peu ma décision finale. Mais là, en devenant ornithologue, j'ai vu que j'étais vraiment à ma place. J'ai fait beaucoup d'observations d'oiseaux comme amateur. J'ai fait, après mes études en foresterie, j'ai fait une maîtrise en écologie végétale. Il n'y avait pas d'oiseaux du tout. Mais en finissant, là, c'est là qu'a été que j'ai enclenché le passage où j'ai mélangé l'observation d'oiseaux puis le travail professionnel. Fait que j'avais pris un contrat pour étudier, c'était Environnement Canada, pour étudier les relations entre les oiseaux et les habitats. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai travaillé 5 ans Environnement Canada tout en faisant plein d'observations d'oiseaux. J'ai fait un doctorat en biologie, là, spécifiquement sur les oiseaux. Puis là, par la suite, je me disais, il faudrait que je travaille avec mes 2 compétences. Fait que là, j'ai réussi à trouver un poste où on essayait de développer des nouvelles pratiques forestières pour prendre en compte les oiseaux. Tu sais, au lieu que les biologistes arrivent et disent l'aménagement forestier est mal fait, nous, on se disait, on va développer des pratiques qui sont intégrées, qui intègrent la faune. Fait que ça a été ma motivation. Puis, j'ai jamais pu départager ma vie d'amateur de ma vie de professionnel, là, je dirais. C'est devenu ton travail, mais c'était une passion au début. Oui. Le marais, bien, c'est sûr que c'est un habitat, quand on voit ça, des quenouilles, tout le kit, c'est pas nécessairement attirant. Mais d'un autre côté, c'est des milieux uniques. Puis, dans la région de Québec, dans le comté de Portneuf en général, naturellement, c'est rare. Parce que c'est comme des milieux de transition. Puis, si on les laisse aller, ils vont se transformer en marécage. Finalement, les arbres vont pousser. Puis là, l'eau va tranquillement être pompée par les arbres, puis le marais va finir par s'assécher. Alors, on en a relativement peu. Je dirais que, d'une certaine façon, dans le comté de Portneuf, c'est notre seul marais artificiel de grande ampleur qui a autant de quenouilles. Alors, quand ce marais-là a été créé ici, bien, on a vu une augmentation de la diversité dans le comté de Portneuf, la diversité d'oiseaux, naturellement. Dans une journée normale, sans effort, on peut, à la fin mai, voir facilement 90 espèces ici. Fait que ça donne une idée. La liste officielle, je ne le sais pas exactement, mais il y a quelques années, c'était 217 espèces. Là, on est peut-être rendu à 230, je ne le sais pas par cœur. C'est vraiment un site riche. Dans la région de Québec, je dirais qu'après la réserve du Cap-Tourmente, la réserve nationale de faune, ce site-ci, c'est le site le plus populaire. Pour entretenir les quenouilles, il faut faire varier le niveau d'eau. Alors, il y avait des plaintes tout de suite des ornithologues qui disaient « Ah, il n'y a plus assez d'eau », puis d'autres personnes disaient « Ah, c'est pas assez beau », d'autres auraient voulu qu'il soit plus bas pour que les quenouilles repoussent mieux. Tu sais, souvent, c'est là que sont les défis, là. C'est dans la gestion de ces sites-là qui sont des chouchous. Une chose qui m'a beaucoup impressionné en faisant une sortie avec mon père ici, il était ami avec... Mon père était né ici, fait qu'il y avait des voisins qui avaient encore des terres. Puis une fois, il avait pris une journée de congé pour aller nettoyer le bord d'une rivière. Aujourd'hui, je serais pas d'accord, mais à l'époque,
J'étais allé avec eux, puis ce qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait une rangée d'aunes qui poussait sur le bord de la rivière Amat, là, qui serpente derrière le village. Puis on avait enlevé les aunes, des aunes toute la journée sur la terre. Là, il y en avait. Là. Bon, je pense qu'on a fait 2 terres de large, je pense qu'on a fait un voisin aussi. Cette journée-là, j'ai réalisé qu'on pouvait manipuler l'environnement. Fait que ça a été une révélation. Puis ça m'a toujours resté. Les oiseaux qu'on pourrait s'attendre à voir si on venait plus tôt le matin, ce seraient des oiseaux des jeunes forêts. Ici, on est sur la transition de la jeune forêt avec une forêt d'arbres plus âgés. Là, autrement dit, ici, une friche de 50 ans. Puis là, on a peut-être des arbres qui ont 70-80 ans dans le talus, certains peut-être plus vieux. Alors, on va dans ces peuplements de cèdres-là, il n'y aura pas une grande diversité. Mais par contre, c'est là qu'on va voir nicher la Gélina tupée. Le sol est assez dégagé, c'est un habitat de prédilection. On va voir aussi souvent le grand pic qui affectionne les vieux cèdres. On le voit là l'hiver, entre autres. La chouette rayée s'observe ici. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'elle est plus facile à voir, je ne sais pas. Pour le reste, quand on va aller plus dans les forêts de feuillus, où il y a une érablière ici en bas au bord du fleuve. Dans ça, on va voir tous les oiseaux de l'érablière, c'est-à-dire les grives, des parulines qu'on n'a pas encore vues aujourd'hui, comme on va avoir la paruline à gorge noire, la paruline bleue, la paruline à tête cendrée, la paruline couronnée, etc. On va voir le pic maculé, qui est un pic spectaculaire. Quoique samedi, j'en ai vu un ici sur la digue. Là. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur la digue, mais c'est un oiseau de forêt. Alors, on voit toutes ces espèces-là. Au sol, il va y avoir le bruant gorge blanche qui niche. On ne penserait pas que ça va nicher dans ce genre d'habitat-là, mais ça niche ici. C'est ça, on a aussi le passerin indigo qui niche ici. Mais ça, on a 1 ou 2 couples, pas plus. Ouais. Puis il y a une autre affaire. Comment tu vois l'avenir de Neuville au niveau ornithologique? Est-ce que ça va avec le marais? Est-ce qu'il y a des projets que tu penses qui vont prendre vie ou... Je ne sais pas s'ils vont prendre vie, mais c'est en partie à moi de les proposer souvent, parce que si personne ne le fait, ben, les idées ne seront pas là. Mais je pense qu'il faudrait avoir une vision où on s'assure qu'on a des proportions de différents types de milieux. Si on voulait garder une bonne vocation ornithologique, il faudrait maintenir un certain nombre de forêts, des vieilles forêts, des forêts de différents âges, des forêts d'âge intermédiaire, des forêts jeunes. Des champs agricoles, parce qu'il y a des espèces agricoles. Puis ça nous prendrait peut-être aussi, parce qu'il y a 2 choses. Pour la conservation de l'environnement, on a besoin de l'habitat, mais si on veut que le public soit sensibilisé ou puisse en profiter, ça prend des territoires accessibles. Alors je dirais par exemple qu'une chose que je serais porté à faire, ça serait de penser tout de suite des réseaux de corridors. Là, ça a l'air fou de dire tout de suite, on prend une terre qui part du village puis qui se rend à l'autoroute. Ça sera un corridor, puis il y aura des axes perpendiculaires un jour. Mais il faut les penser tout de suite. La marée très très basse. La société a réussi à bannir le DDT. Ça a pris 20 ans avant que le pigargue commence à monter. Ça y a repris un autre 20 ans à devenir, je dirais, commun, là.
comme il est maintenant. Puis là, je pense qu'on a des populations pas mal en santé de pillards. Est-ce qu'il est nicheur dans le secteur? Oui. Oui. On ne trouve pas facilement les nids. Il y en a un peu à l'ouest du Marais Provencher, je suis persuadé, parce que j'ai souvent vu le pigard, mais il serait dans des grands pins, c'est des terres privées, puis c'est relativement inaccessible. Je suis aussi persuadé que dans les 4 qu'on aperçoit là-bas, il y en a un aussi. Là. Mais dans un... Je ne sais pas dans quelle sorte d'arbre, là, je ne me souviens plus par cœur, mais il est dans un grand arbre, possiblement un feuillu, en tout cas qui est dans le cap. Là. Le record à Deschambault, je pense que c'est 28, qui était visible d'un seul coup d'œil un automne. C'est pas moi qui les ai vus. Mais ici... disons que supposons qu'on fait une sortie en kayak en été, c'est pas rare d'en voir 5-6. Puis c'est rare quand on n'en voit aucun en 2 heures. Son alimentation est principalement quoi? Surtout des poissons. Il mange... c'est pas un animal, c'est pas notre rapace le plus agressif. Alors, il n'est pas non plus super efficace pour capturer ses proies. Fait que, tu sais, il va prendre des poissons qui feraient, tu sais, l'image qu'on a en Colombie-Britannique dans les rivières à saumon, bien, tu sais, les poissons n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'ils sont dans très peu d'eau. Ici, ça peut être des grosses carpes, mais ça va être aussi, s'il y a des canards ou des oies blessés, il va s'en prendre, ces animaux-là. Là. Mais il ne mange pas de mammifères. C'est vraiment un spécialiste des animaux aquatiques. Là. Fait que, bizarrement, je dirais que c'est un animal aquatique, là, le picard à tête blanche. Ici, on peut voir plus que 10 000 oies ou 10 000 bernaches du coup. Il m'est arrivé de compter, je pense, on appelle ça un radeau quand il y a un groupe compact d'oiseaux, de canards de mer. Là. Fait que je me suis... en tout cas, on l'appelle techniquement un canard de mer, mais c'était un rassemblement de petits fuligules puis de grands fuligules. Là. Puis je pense que, il me semble que j'ai déjà compté plus que 20 000 là, ensemble, là, qui flottaient puis qui dérivaient, qui remontaient puis redescendaient le fleuve au gré des marées. Je pense que l'avenir, c'est ce qu'on va avoir décidé de faire. Là. On n'est pas... c'est sûr que je ne pourrais pas dire que je ne suis pas pessimiste quant à l'état de la planète puis le futur de la planète, mais je pense que plus localement, plus régionalement, on a beaucoup plus d'emprise sur ce qu'on va faire de notre environnement, puis on a le choix de le dégrader ou de l'améliorer ou de le maintenir.